L'effondrement, voilà les mots hier du patron de Médecins du Monde. Jusqu'où, jusqu'à quand, quelles conséquences là-bas et ici? Et je voudrais qu'on commence par ici parce qu'on l'a appris hier soir lors de sa garde à vue. Le terroriste qui a frappé en plein cœur de Paris samedi soir explique son passage à l'acte par le conflit au Proche-Orient. Et sa motivation, c'était en réalité de tuer des Juifs. Il avait d'ailleurs normalement prévu d'aller juste au bout du pont Bir Hakeim, pour ceux qui connaissent Paris, sur le jardin du mémorial des enfants du Veldiv. Et c'est là qu'il voulait s'en prendre à des passants. C'est donc précisément une réplique ici sur le sol français de ce qui se passe là-bas. C'est très exactement l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien par des gens qui sont antisémites et qui n'ont pas attendu qu'il y ait la guerre au Proche-Orient pour être antisémites. Vouloir toucher des citoyens français de confession juive, des citoyens d'autres nationalités éventuellement aussi, mais de confession juive sous prétexte qu'il y a un conflit au Proche-Orient, sous prétexte de telle ou telle politique, d'ailleurs de l'État d'Israël, relève purement et simplement de l'antisémitisme, en l'occurrence du plus criminel des antisémitismes. Moi, je constate que chez ces terroristes islamistes, il y a tout de même comment dirais-je, une indignation à géométrie extraordinairement variable. Parce que beaucoup de musulmans dans le monde aujourd'hui subissent, et les Palestiniens sont en immense majorité, musulmans bien sûr, subissent des avanies extrêmement graves. Il y a quelques années, les Rohingyas de Birmanie étaient chassés dans des conditions, pour le coup, réellement génocidaires. C'est ce que les grandes instances internationales avaient dit à l'époque. Ils étaient 1 million. Je ne me souviens pas ni de manifestations place de la République, ni d'attentats terroristes visant, tiens donc, des Birmans, pourquoi pas. Il y en a après tout, en Europe aussi, des Birmans. Donc si vous voulez, on a affaire à quelque chose qui est extrêmement grave. J'insiste sur ce terme. Vous le dites, prétexte. Absolument. Et la cause palestinienne, hélas pour les Palestiniens eux-mêmes, est instrumentalisée en permanence depuis des décennies par des militants islamistes. Le terroriste, encore une fois, qui a frappé en plein cœur de Paris, dit que le déclic, à proprement parler, c'est lorsqu'il a vu le drapeau israélien projeté sur la tour Eiffel. Oui, écoutez, alors je pense qu'il y a là manifestement un problème extraordinairement grave. Je ne sais pas si c'est d'ordre psychiatrique ou pas, mais encore une fois, on a une indignation à géométrie variable. L'État d'Israël est un État reconnu par les Nations Unies et pour cause depuis au moins le plan de partage du 29 novembre 1947. On peut et on doit d'ailleurs, en tant que citoyen, pouvoir porter une critique sur telle ou telle politique ou telle initiative militaire ou pas d'ailleurs d'un gouvernement dans le monde. Personne ne s'en prive. Entre parenthèses, les Israéliens, je peux vous garantir, et vous le savez, ils s'en privent pas du tout eux-mêmes vis-à-vis de leur propre gouvernement. Mais de là à aller viser pour blesser, voire tuer, en l'occurrence, encore une fois, des citoyens qui a priori n'ont pas de rapport direct avec ce conflit, est juste criminel. Et la complaisance vis-à-vis de cette instrumentalisation est de nature irresponsable. Par qui ? Et criminelle. Par qui cette complaisance ? Par tous ceux qui considèrent que décidément c'est de la faute, en l'occurrence d'Israël, si il y a propagation ou développement de l'antisémitisme à l'extérieur. Là, on a affaire à quelque chose de réellement irresponsable. J'insiste là aussi sur ce terme, c'est une irresponsabilité de nature potentiellement criminelle. Frédéric Ancel, il a prêté allégeance, dit-il, à Daesh, et c'est le retour, en quelque sorte, de Daesh comme l'un des acteurs qu'on avait pensé probablement un peu éteint. Est-ce que Daesh, aujourd'hui, a les moyens de remobiliser une forme de terrorisme dans le monde ? J'en suis pas sûr. Je pense qu'on a, alors c'est l'une des deux hypothèses possibles, on a affaire peut-être à un système de franchise. Je veux dire par là que depuis les débuts d'Al-Qaïda dans les années 90 et 2000, puis avec l'avènement des barbares de Daesh dans les années 2010, on a eu un certain nombre d'actes de terrorisme, parfois de la part de ce qu'on a appelé peut-être à tort des loups solitaires, qui voulaient donner de la publicité à leur action et qui savaient parfaitement pouvoir compter sur une publicité très, très proactive, très efficace, s'ils se réclamaient de Daesh ou d'Al-Qaïda. Et de l'autre côté, chez ces gens-là, on considérait, en apprenant peut-être parfois par la presse qu'il y avait eu attentat en leur nom, qu'il fallait l'assumer, qu'il fallait le revendiquer, de façon à maintenir une pression sur les opinions et sur les gouvernements en Occident. Ça veut dire que c'est une forme d'opportunisme, en fait, de terrorisme d'opportunisme, si je Absolument. En tout cas, c'est l'une des deux hypothèses. L'autre est effectivement une allégeance en bonne et due forme au groupe terroriste Daesh. Frédéric Ancel, d'après l'Organisation mondiale de la santé, la situation à Gaza est, je cite, proche de l'heure la plus sombre de l'humanité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier le Conseil de sécurité à faire, je cite, pression pour éviter une catastrophe
humanitaire face au risque grave d'effondrement du système humanitaire à Gaza. J'exhorte, dit-il, le Conseil à contribuer à éviter une catastrophe humanitaire et à appeler à un cessez-le-feu humanitaire. Quels sont les outils dont dispose l'ONU et quelle est la situation à Gaza ? L'outil fondamental, c'est l'exécutif, c'est le Conseil de sécurité. Si le Conseil de sécurité des Nations Unies décide qu'il doit qu'il doit suivre les exhortations du secrétaire général, ça se passera. S'il n'y a pas de veto, globalement, il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas. Ensuite, il faut que les belligérants sur le terrain, parce que mine de rien, on est dans un état de guerre. Israël fait la guerre, le Hamas fait la guerre aussi. Donc il faut que les belligérants soient d'accord. Comme ça s'est produit d'ailleurs il y a 2 semaines. Alors attention, on ne parlait pas de cessez-le-feu. Au moment de la trêve. Au moment de la trêve, exactement. Mais alors c'est une trêve ou une pause, comme on l'a appelé souvent, qui sont des termes intéressants parce qu'ils sont très subjectifs. En réalité, ils n'ont pas d'implication politique ou militaire. Ils n'ont qu'une implication humanitaire. Ça n'est pas une trêve dans la guerre, c'est juste une pause humanitaire. Ce n'était pas un cessez-le-feu. Je veux dire par là que le cessez-le-feu implique très concrètement des conséquences à la fois militaires, politiques, peut-être diplomatiques, et en tout cas symboliquement importantes. Alors les Israéliens ne voulaient pas entendre parler de cessez-le-feu pour une raison très simple, c'est que si un cessez-le-feu intervenait maintenant, il marquerait fondamentalement une défaite. Pourquoi ? Parce que le Hamas est toujours au pouvoir, au moins sur une partie de la bande de Gaza, et que la catastrophique humiliation du massacre, du pogrom du 7 octobre n'aurait pas pu être, entre guillemets, effacée. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, les Israéliens avaient accepté le terme de trêve ou de pause. Mais c'est exactement pareil pour le Hamas. Et pour le coup, c'était très positif parce que ça a permis à 2 millions de Gazaouis d'abord de souffler, parce qu'on vit véritablement une tragédie humanitaire à Gaza, c'est inutile de se voiler la face. Et d'autre part, ça a permis, ne soyons pas trop candides, ça a permis aux belligérants de reprendre chacun des forces. Et la libération des otages, bien sûr, on y reviendra. La situation aujourd'hui à Gaza, notamment pour les habitants. Alors on sait que avant les bombardements, mais même s'ils sont assez continus, Israël envoie des messages en demandant à ce que les populations civiles se déplacent. Mais se déplacent où ? D'un point de vue géographique, c'est extrêmement difficile. Soit, aujourd'hui, pour les Palestiniens du Sud, la seule possibilité, c'est soit franchir la barrière qui... on le voit d'ailleurs sur la carte qui est à côté de vous, pour ceux qui nous regardent sur BFM TV. Or, les autorités égyptiennes ne laissent passer qu'au compte-gouttes des gens, et encore, dans une situation très, très difficile, et notamment des malades ou des grands blessés, ils ne laissent pas passer la population. Il reste le Nord. C'est-à-dire que si les Israéliens acceptent que la population du Sud, maintenant, rebascule vers le Nord... Ça voudrait dire qu'après avoir tenté de fuir vers le sud, il faudrait qu'ils remontent vers le nord ? C'est ça, de façon à ce que les Israéliens, d'un point de vue strictement militaire, puissent mettre fin au bastion du Hamas, qui aujourd'hui se trouve évidemment à Khan Younes, à Rafah, autrement dit au sud de la bande de Gaza. Quelle est la suite possible ? On a l'impression que là, on est installé dans une guerre, dans une forme de guerre tous azimuts, dont on ne voit pas la fin. Parce que, comme vous le disiez, au fond, si l'objectif véritable, c'est l'effondrement du Hamas, on en est loin. Alors, aujourd'hui, on est dans une phase de ce qu'on appelle une guerre de haute intensité. Aujourd'hui, dans les prochains jours, la guerre va se poursuivre. C'est une évidence, parce que le but de guerre d'Israël est au moins de limiter, sinon d'interdire totalement les capacités balistiques du Hamas. Autrement dit, ses missiles, en un mot, et d'empêcher bien évidemment des terroristes. Il y a un certain nombre de victoires pour Israël, d'avoir découvert notamment des caches de missiles. Oui, mais c'est insuffisant parce que encore hier, plusieurs centaines de roquettes et de missiles ont été tirés sur Israël, donc ce qui, du point de vue de la population israélienne, est juste inacceptable. Bon. Donc ça, c'est le but de guerre principal. Le deuxième étant le fait d'entraver la possibilité pour des terroristes de reperpétrer un pogrom tel que celui du 7 octobre dernier. Maintenant, l'éradication totale du Hamas, c'est strictement impossible pour une raison simple. Le Hamas n'est pas seulement un groupe terroriste. C'est aussi un groupe identitaire, un groupe qui fait du social, un groupe qui fait de l'éducatif avec ou sans guillemets, et par conséquent, il est l'expression d'une idéologie, celle d'une forme d'islamisme, voire d'islamisme radical, et notamment celle de la confrérie fanatique des frères musulmans. C'est pas avec des armes en quelques semaines que vous mettez fin à ça. Maintenant, je suis et je reste optimiste sur le jour d'après. Je veux dire par là que la condition étant la condition de l'arrêt des hostilités, c'est le désarmement du Hamas. Mais juste après, ce qu'il faut impérativement, et je le dis et je le répète, c'est le retour de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Personne d'autre au monde n'est juridiquement, en droit international, moralement et j'allais dire géopolitiquement fondé à contrôler un territoire palestinien que d'autres Palestiniens. Or, l'autorité palestinienne,
qui tient malgré tout ce qu'on dit, de manière souvent paresseuse. On la discrédite et on la disqualifie depuis des années. Moi, je constate qu'en Cisjordanie, dans la zone A, c'est-à-dire dans les villes palestiniennes, qu'elle contrôle pour l'essentiel, elle tient. Ça tient l'autorité palestinienne. Donc personne d'autre ne peut revenir à Gaza. Est-ce qu'elle le souhaite? Est-ce qu'elle est prête à jouer ce rôle? Elle ne souhaite pas à n'importe quelle condition. À la condition d'abord d'une reprise d'un véritable processus de pourparlers, d'une part, et d'autre part, avec la perspective évidemment de la création des deux États, et moyennant bien évidemment finances pour pouvoir reconstruire Mais la les bande de finances, Gaza. pour le